parce que, ben, tu sais, comme tout le monde, je suis prise à la maison et je ne suis pas seule à la maison. Donc, juste pour essayer de garder l'atmosphère avec vous, j'ai mis mes écouteurs. Si jamais le son est pas bon, faites-moi signe, je pourrais les enlever. Puis, je pense que le son de l'ordinateur va faire l'affaire. L'autre chose, c'est que je vais faire une présentation PowerPoint et je dois vous avouer que je suis pas très habituée de faire des présentations PowerPoint par Zoom. Donc, on va faire un test ensemble, voir si ça fonctionne. Je me suis fait tout un setup chez moi. Donc, c'est comme ça. S'il y a quelque chose, Evelyne, on peut la partager aussi, Oui, c'est ta bon. présentation. Attendez, là, ben, je vais partager l'écran. Et là, je vais essayer de partager celui-là. OK, donc là, vous êtes supposé de voir un monsieur qui est en train de réparer. Voilà, là, c'est le début de la présentation. Donc, vous voyez le début de la présentation? Ça va Oui, bien? tout Excellent. fonctionne. Excellent. Bon, alors, allons-y. Alors, c'est une présentation qui est quand même assez longue et que j'essaie de rendre le plus exhaustive possible parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu dans cette étude-là. Et la présentation va être séparée, grosso modo, en 5 parties. Je vais commencer par faire un tour d'horizon sur la place des femmes sur le marché du travail, à la fois un tour d'horizon historique et contemporain. Parler aussi de sexisme systémique parce que je pense que tout ça, ça rentre en ligne de compte. Ça nous permet de comprendre ensuite le reste de la présentation, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là où les crises économiques touchent plus les femmes, la crise sanitaire a également plus touché les femmes et la troisième catégorie de crise dont je voudrais parler, c'est la crise climatique qui est une épée de Damoclès, une situation dans laquelle on est maintenant, mais qu'on voit bien que la situation va empirer et va nous toucher, nous les femmes, encore plus. Puis, ben, pour essayer de finir sur une note plus positive, ben, je vais terminer avec des solutions, des pistes de solutions qui vont nous aider espérons-le, à sortir de cette situation-là où les femmes sont toujours plus touchées par les crises que les hommes. Donc, pour commencer, ben, je voudrais faire un tour d'horizon, la place des femmes sur le travail, quelques concepts de base, puis je veux remonter vraiment loin parce que je considère que la place des femmes aujourd'hui dans l'économie s'explique par les luttes passées, puis le difficile accès à l'égalité économique et des droits. Donc, en 2020-2021, on peut bien se dire oui, on est égal en droit, etc., etc., sauf qu'on traîne un lourd bagage où on n'a pas été égal en droit tout le temps. Alors, commençons vraiment loin dans le passé. Alors, j'ai une belle image des suffragettes qui se font harceler par la police. Brutalité policière, ça ne date pas d'hier. Alors, quelques dates au Québec pour tracer un portrait. C'est en 1911 seulement que les femmes ont le droit de s'inscrire en droit, donc à l'université. Donc, avant 1911, bien sûr, la faculté de droit existait, mais les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire. Par contre, ce n'est pas parce qu'elles s'inscrivent en droit qu'elles ont le droit de devenir avocates, pas du tout. Elles ont juste le droit d'y aller pour leur culture personnelle ou pour aider leur mari. En 1934, les femmes gagnent le droit d'ouvrir un compte de banque à leur nom, mais c'est avec approbation de leur mari seulement. En 1940, les femmes au Québec obtiennent le droit de vote, mais pas pour les Autochtones, donc ce n'est pas toutes les femmes qui sont égales. Et c'est en 1941, donc 30 ans après que les femmes aient le droit de s'inscrire en droit, que les femmes sont admises au barreau. Donc, ça a pris 30 ans de négociations, de pression, de militance pour que les femmes qui sont inscrites en droit aient le droit de simplement s'inscrire au barreau et avoir la chance de peut-être devenir avocate, parce qu'on le sait, le barreau, c'est quand même des examens qui sont difficiles, mais elles n'avaient pas le droit d'essayer de passer leur examen. C'est seulement en 1941 que les premières femmes ont le droit de passer le barreau. Donc, c'est seulement à partir de 1941 qu'on a le droit d'avoir des femmes avocates au Québec. En 1962, donc 22 ans après le droit de vote des femmes, on a notre première femme élue à l'Assemblée nationale. Donc, ça a pris beaucoup de temps avant que les femmes se retrouvent au pouvoir à l'Assemblée nationale. En 1962, à Montréal, les femmes mariées peuvent rester enseignantes. Donc, avant 1962, c'était quand vous vous mariez, bien, vous étiez supposé d'arrêter de devenir enseignante. Donc, il y avait juste les jeunes femmes et les vieilles filles qui avaient le droit d'être enseignantes. Mais en 1962, la loi a été changée, le règlement a été changé à Montréal et les femmes mariées, on pouvait rester enseignantes.
En 1964, donc ça fait pas si longtemps que ça quand même, les femmes peuvent ouvrir leur compte de banque sans leur mari. En 1971, les premières prestations de maternité sont données, mais il n'y a pas de garantie d'emploi. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre un congé de maternité si vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Votre emploi n'est pas garanti. Vous pouvez perdre votre emploi en plein milieu de votre congé de maternité. Euh, En 1977, c'est à ce moment-là que le Code fédéral interdit de payer moins en raison du sexe pour un travail égal. Ça ne veut absolument pas dire que c'est à ce moment-là que les femmes sont payées de manière égale aux hommes, mais officiellement, on n'a plus le droit de dire c'est parce que tu es une femme que tu es payée moins. En 1978, le congé de maternité est garanti. Donc, c'est à partir de 1978 qu'on ne peut plus mettre à la porte une femme parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle est en congé de maternité. Donc, c'est l'interdiction de licenciement à la fois du congé de maternité et avant le congé de maternité. Donc, la maternité n'est pas une cause de licenciement. Donc, il faut attendre 1978 avant que ça arrive. Ce n'est qu'en 1985 qu'on reconnaît que le harcèlement sexuel est un danger. C'est là, il y avait la notion de harcèlement, mais le harcèlement sexuel, c'était juste vu comme normal, il faisait partie du risque du métier d'être une femme. Mais à partir de 1985, le harcèlement sexuel est reconnu officiellement dans le Code de travail canadien. Et là, ben, on se retrouve à voir, nommer et reconnaître que c'est un problème. C'est en 1996 qu'on met en place la loi sur l'équité salariale au Québec. Donc, en 1977, on interdit de payer moins pour un travail qui est égal, mais en 1996, on reconnaît la question de l'équité, c'est-à-dire à travail équivalent, salaire équivalent. Et c'est un très long processus et on est encore dedans. Il y a encore plusieurs questions qui sont soulevées sur quels emplois est-ce qu'on devrait comparer? Est-ce qu'on compare seulement les emplois au sein d'une même entreprise ou au sein d'un même secteur? Puis dans la question de la fonction publique, le service public ou l'employeur est le même tant pour la santé, l'éducation, la fonction publique, mais aussi Hydro-Québec, la sécurité publique, etc. Est-ce qu'on devrait avoir une vision plus large? Ben, c'est des questions qui se posent encore aujourd'hui. En 1997, on a la politique familiale et les services de garde universels à faible coût qui sont mis en place. Donc, ça ouvre un peu plus la porte pour que les femmes puissent aller travailler. Et le dernier point dont je voudrais parler, c'est en 2006, le congé de paternité exclusif est mis en place. Maintenant, on pourrait se demander, mais pourquoi le congé de paternité, c'est important dans l'histoire de l'accession des droits des femmes au travail, à l'économie? Bien, en mettant en place un congé de paternité qui est exclusif, que l'homme doit prendre, bien, si le père ne le prend pas, il est perdu, ou si le deuxième parent ne le prend pas, il est perdu, bien, ça indique clairement que la parentalité se fait à deux. La parentalité n'est pas juste la maternité, la mère qui prend toute la place. Le père peut aussi prendre en charge une partie du soin de l'enfant. Et on voit aussi que le fait que les pères restent à la maison avec les jeunes enfants et en prennent soin dès leur premier jour de vie, dès leur première semaine de vie, a un impact important sur l'implication dans le soin des enfants, dans le partage des tâches domestiques, soins des enfants, mais aussi plus en général. Donc, vraiment, le fait d'avoir un congé de paternité, et encore mieux quand le congé de paternité est pris seul, donc sans la mère présente, a un impact très important sur la charge partagée dans une famille, je dirais même sur la qualité de vie, mais ça, c'est mon avis personnel. Donc, ça nous amène à aujourd'hui, on traîne ce bagage-là. Et quel genre de société on a? Mais on a une société qui est encore extrêmement genrée. Et je vais vous montrer un exemple de petit livre pour enfants qui existe. Alors, c'est la même collection. Alors, la collection Petit garçon et la collection Petite fille, mais vous voyez que c'est relativement les mêmes codes. Sauf qu'on a d'un côté, on a la moto de Marco. Donc, Marco est un petit garçon qui a l'air d'avoir 4 ans. Il possède une moto, une vraie moto rutilante. Il a son casque, on voit, il y a 2 roues. Il n'y a pas de petite roue pour l'aider à tenir. Là, Marco possède une moto. De l'autre côté, on a Chloé. Chloé, puis on va lui donner 4 ans aussi. Chloé, elle joue à faire le ménage. Elle n'est pas une vraie ménagère. Elle fait juste semblant de jouer. Elle fait juste semblant de faire. Et en plus,
ce qu'elle performe, c'est pas posséder quelque chose, c'est pas faire un emploi qui est super valorisant et excitant. Non, elle repasse et elle repasse du linge rose et elle fait du ménage avec un seau rose et tout est très rose et fleuri. Donc, on voit vraiment qu'il y a deux codes complètement différents. D'un côté, le petit garçon qui a du pouvoir, qui possède des choses, c'est vraiment excitant. Et du côté, la petite fille qui fait semblant de faire des choses parce qu'elle est douce et toute blonde et gentille. Euh, les répercussions, ben, bien entendu, ça, c'est juste une collection de livres. Vous l'avez peut-être jamais lu, jamais vu, c'est pas important. Sauf que c'est juste pour montrer un peu l'étendue de la culture. Et cette culture-là dans laquelle on est, dans laquelle on baigne, mais c'est sûr qu'elle a des répercussions jusqu'à nous, pour les adultes. On se retrouve à être moins prises au sérieux, les femmes, dans les réunions. On se fait interrompre beaucoup plus souvent. Il y a plusieurs études qui ont été faites, le nombre de fois que les hommes et les femmes se font interrompre. Les femmes se font interrompre plus souvent. Les idées des femmes sont souvent mieux reçues si elles sont répétées par ou bien plusieurs femmes ou bien par un homme. Les hommes sont majoritaires dans les lieux de travail. Et c'est très amusant que je pense que c'est important de noter, quand on met en place des quotas, quand on met en place des mesures pour favoriser l'accession des femmes à des postes de pouvoir, par exemple sur des conseils d'administration, il y a plusieurs personnes, puis vous l'avez déjà tout entendu, oui, mais la compétence, on ne devrait pas choisir sur la base du sexe, on devrait choisir sur la base de la compétence. Mais quand on met en place des quotas, on n'a pas le choix d'aller chercher des gens selon le sexe. Et les études qui ont été faites pour regarder, OK, côté compétence, de quoi ça a l'air? Bien, ce qui se passe, c'est que la compétence, la qualité des gens qui sont dans des postes de pouvoir ne diminue pas. Au contraire, elle augmente parce que les femmes vont remplacer les hommes médiocres. Parce que les hommes se retrouvent à être toujours dans les mêmes milieux, les mêmes cercles et vont se retrouver toujours à se reproduire dans des milieux de pouvoir. Mais parfois, il y a des hommes complètement incompétents qui se retrouvent dans ces milieux de pouvoir-là. Et quand on est obligé de mettre en place une femme, ben, on va chercher une femme compétente, puis on va prendre l'homme qui n'est pas bon, puis on va l'enlever. Puis la femme compétente va prendre sa place. Un autre élément intéressant, c'est que quand on se retrouve à avoir plus de femmes autour de la table, et je dirais même aussi plus de diversité, donc pas seulement juste des femmes, mais des personnes racisées, des personnes des Premières Nations, des personnes en situation de handicap, on se retrouve aussi à avoir des milieux où est-ce que les discussions se font de façon différente. Hein? L'atmosphère est différente autour de la table. Et les hommes qui, quand ils sont entourés d'hommes qui sont similaires à eux, ont tendance à prendre beaucoup de risques, à faire de la bravade, à prendre des décisions, à mettre leurs points sur la table. Mais quand ils se retrouvent entourés avec des femmes et des personnes de couleur et des personnes de Première Nation et des personnes différentes de eux, ben, ils se remettent plus en question et prennent des décisions qui sont plus sécuritaires, plus intéressantes, plus audacieuses, pas dans le risque, mais dans l'ouverture à faire des choses nouvelles. Donc, on reviendra sur la question de la compétence pour le reste. Hein. On sait que pour les conseils de ministres, la cellule de crise du gouvernement, on nous a aussi brassé beaucoup la compétence. Mais la compétence, ben, c'est un peu dans l'œil de la personne qui regarde et souvent, ben, on prend des gens qui sont comme nous parce que c'est beaucoup plus rassurant, une personne qui est comme nous, que la différence. Donc, ça, c'est un peu mon sexisme un peu systémique. La composition du travail au Québec, ben, on voit que les femmes sont encore énormément concentrées. Donc, ça, c'est la liste des professions au Québec, puis c'est la liste des grandes catégories de professions. Donc, il y a 10 grandes catégories de professions dans lesquelles il se retrouve des petits plusieurs professions à l'intérieur. Et le pourcentage que j'ai indiqué, c'est le pourcentage de femmes qui se retrouvent dans chacune de ces catégories de professions-là. Alors, j'ai mis en rose des professions où on se retrouve avec une prépondérance de femmes, donc plus que 60 de femmes. Et j'ai mis en bleu les professions où on se retrouve en prépondérance d'hommes, donc plus de 60 d'hommes, donc moins de 40 de femmes. Puis on peut voir que les lignes bleues sont beaucoup plus nombreuses que les lignes rouges. Donc, les femmes sont très concentrées dans très peu d'emplois, dans très peu de catégories de profession. La première catégorie de concentration, on voit, c'est les affaires. Puis là, on pourrait dire, ah, les femmes d'affaires. Ah, je ne savais pas que les femmes d'affaires étaient très nombreuses. Mais en fait, cette catégorie-là contient toutes les adjointes administratives, toutes les secrétaires, toutes les personnes qui sont en aide à la gestion, en aide aux affaires. Donc, c'est là où on retrouve une grande partie des femmes. Puis ensuite, bien, les deux autres catégories qui sont absolument pas surprenantes, c'est le secteur de la santé et ensuite l'enseignement, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. Donc, vraiment, les services
sociaux en général qui ne sont pas dans le secteur de santé. Donc, c'est là que se retrouve la grande majorité des femmes. On remarque aussi que dans ces secteurs-là, ben, le secteur public est très représenté. Puis effectivement, c'est le prochain graphique que je vous présente, où on voit que l'administration québécoise, l'administration fédérale, une moindre mesure, mais l'administration québécoise qui comprend la santé, l'éducation, les services sociaux, mais également la fonction publique. C'est là, on a une très grande concentration de femmes, suivie par l'administration fédérale. Et l'autre catégorie où on retrouve une plus grande concentration de femmes, c'est le privé non syndiqué. Donc, privé non syndiqué, ça veut dire privé avec des conditions de travail qui sont difficiles, des conditions d'emploi qui sont précaires. À l'inverse, si on regarde le privé syndiqué, où on reconnaît généralement des salaires élevés, des conditions de travail qui sont tout à fait correctes, seulement 24% de femmes se retrouvent dans le secteur privé syndiqué. Donc, les femmes syndiquées sont majoritaires grâce à l'administration québécoise, grâce à la fonction publique au secteur des services sociaux. Mais si on va dans le privé, ben, les femmes sont quasiment absentes du secteur privé syndiqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur les salaires? Tout ça, je t'ai dit, oui, ils étaient concentrés, mais est-ce que c'est des bons salaires ou pas? Donc, bon, dans le privé non syndiqué, on sait que ce n'est pas des bons salaires, ce n'est pas des bonnes conditions de travail. Alors là, le graphique que je vous présente est en deux temps. La première, je veux juste qu'on se concentre sur la différence entre les hommes et les femmes. Et là, c'est les hommes et les femmes qui sont non racisés. Puis on voit que les hommes gagnent autour de un salaire, un revenu total moyen d'autour de 50 000 $, mais les femmes sont en bas de 40 000 $. Donc, il y a quand même un écart qui est important entre les hommes et les femmes. Mais si on rajoute ensuite les personnes racisées, on voit que la situation est encore pire pour eux. En fait, les hommes racisés gagnent moins que les femmes non racisées et les femmes racisées gagnent encore moins que les hommes racisés. Ce qui veut dire que l'écart entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est persistant, peu importe les caractéristiques qu'on regarde pour les populations. Mais à ça, il faut rajouter une certaine forme de racisme, une certaine forme de discrimination basée sur la race ou la couleur de la peau, qui a aussi un impact important et qui fait que ben, les femmes ne sont pas toutes égales, les hommes ne sont pas tous égaux, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui vivent plus de vulnérabilité et plus de discrimination. Un autre aspect qui nous permet de comprendre dans quel univers on est quand on est touché par les prochaines crises, ben, c'est le temps de travail non rémunéré. Et là, je vous présente les données de l'OCDE de 2011. Donc, ce n'est pas juste les données pour le Québec, c'est les données pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Les femmes en rouge, les hommes en bleu. Et là, on peut voir que systématiquement, dans tous les pays, ce sont les femmes qui font le plus de travail non rémunéré par jour. Dans certains pays, l'écart est incroyable. Je pense à l'Inde, par exemple, où les hommes font moins d'1 heure par jour de travail domestique et les femmes en font environ 6. Dans d'autres pays, comme le Danemark, ben, l'écart est moins grand. Les hommes font environ 3 heures de travail non rémunéré par jour et les femmes en font 4. Mais il reste quand même qu'il y a un écart important. Maintenant, c'est important de rappeler, ce sont des moyennes. Bien entendu, il existe des ménages où les hommes en font beaucoup, beaucoup plus. Il existe des ménages où les femmes n'en font presque pas. Mais en moyenne, globalement, à travers le monde et de tout temps, peu importe les années qu'on regarde, on voit que ce sont les femmes qui prennent la part du lion du travail domestique, que ce soit la charge des enfants, le ménage, le soin des autres. C'est les femmes qui font ce genre de travail-là. Ce qui fait que dans le global, ben, les femmes sont moins bien payées, sont moins bien valorisées parce que le travail non rémunéré n'est pas reconnu comme du travail de la même manière qu'un salaire, qu'un travail à l'extérieur n'est pas reconnu comme quelque chose qui est exigeant, difficile et qui mérite une reconnaissance. Et ça, c'est vrai à la maison comme au travail, où les femmes font aussi une grande partie de tâches invisibles, que ce soit préparer des réunions, s'assurer que tout le monde a ce qu'il a besoin, de s'assurer que les gens vont bien et tout. Ça peut paraître être des aptitudes sociales bien naturelles, mais c'est un travail qui peut être très exigeant. Donc, il reste beaucoup de chemin à faire là-dessus. Pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs chercheuses qui ont pensé à une façon d'analyser les politiques publiques, une façon de voir les choses différentes, et c'est l'analyse différenciée selon les sexes, donc l'analyse
différenciées selon le sexe, et ce à quoi on rajoute un petit plus pour et intersectionnel, puisque, comme je disais, il existe des catégories de personnes, des catégories de population qui ont aussi des limites à l'accès à l'emploi, à l'accès aux services, etc. Donc, il faut essayer de regarder les politiques publiques en regardant l'accès des hommes et des femmes de façon différente. Un exemple qu'on utilise souvent, c'est par exemple le décrochage scolaire. Les hommes et les femmes ne décrochent pas au même niveau. Donc, si on faisait juste regarder les statistiques globales, on verrait que les personnes qui décrochent souvent par manque d'intérêt, manque de stimulation et parce qu'ils ont réussi à trouver un emploi qui était payant lorsqu'ils ont quitté leurs études. Donc, on pourrait mettre en place des programmes pour essayer de viser ces aspects-là pour garder les gens à l'école. Mais si on regarde différencier selon les sexes, on s'aperçoit que les filles qui décrochent de l'école, décrochent beaucoup de l'école pour des raisons familiales, une charge familiale, une grossesse, des enfants, etc. Donc, si on veut que les filles restent à l'école ou raccrochent à l'école, c'est des mesures qui sont bien différentes de celles pour les garçons. Donc, en faisant des analyses différenciées selon les sexes, on est capable de voir des choses qu'on ne verrait pas, qui seraient dans l'angle mort si on faisait juste regarder des statistiques agrégées. Donc, l'analyse différenciée selon les sexes, ça peut être utilisé de plusieurs manières et les gouvernements se sont engagés à les utiliser pour étudier les politiques publiques, regarder les budgets pour s'assurer que les décisions qu'ils vont prendre ne vont pas affecter les femmes de façon négative, de façon disproportionnée. Mais un des problèmes qu'on a, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan d'action depuis 2015. Donc, ça fait quand même 6 ans qu'on n'a pas de plan d'action pour évaluer l'évolution de l'analyse différenciée selon les sexes. Et les gouvernements ont tendance à utiliser l'analyse différenciée selon le sexe et intersectionnelle quand on parle des populations qui sont nommément concernées par ce genre de choses-là. Donc, on va parler d'analyse différenciée selon les sexes quand on va parler des femmes. On va parler d'analyse différenciée selon le sexe et intersectionnelle quand on va parler des populations minorisées. Mais on ne va pas regarder l'ensemble des politiques à cet égard-là. Et pour parler de à quel point c'est important, je vais vous parler de déneigement. Donc, quand on parle de déneigement, on se dit, mais le déneigement, les hommes, les femmes, c'est de la neige. Hein? C'est des routes, c'est de la neige. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire une analyse différenciée là-dessus. Et pourtant, la Suède a mis en place un programme où on disait qu'il faut que toutes les mesures soient analysées par l'analyse différenciée selon les sexes. Et une ville a fait comme, ouais, ben, le déneigement, on va le faire. Vous allez voir, c'est un peu comme une boutade. On va essayer. On va bien voir ce que ça donne. Ce que nous avons aperçu, c'est que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes patterns de déplacement. Les hommes ont tendance de sortir de la maison, aller au travail, prendre des routes importantes et se rendre du point A au point B. Les femmes ont tendance à marcher beaucoup plus et lorsque j'utilise marcher, prendre le transport en commun, et lorsque j'utilise la voiture, ben, de faire des trajets qui sont beaucoup plus assurés. Alors, on part de la maison, on va à la garderie, on va à l'épicerie, on va au travail, on retourne à la garderie, on va à la maison. Donc, on n'utilise pas les mêmes routes, on n'utilise pas les mêmes trajets, on n'a pas la même conception spatiale de la ville. Donc, ils se sont dit, bon, alors, si on. Et aussi, l'autre chose, c'est que les femmes vont utiliser plus des aides au transport. Si on pense à des poussettes, si on pense à les personnes qui sont à mobilité limitée, aider les personnes âgées à se déplacer, etc. Alors, pour essayer de mettre en place une analyse différenciée selon les sexes et dans le déneigement, ils se sont dit, nous allons arrêter de déneiger en priorité les grandes artères. De toute façon, une voiture dans 20 cm, dans 10-20 cm de neige, c'est capable de passer. Et on va prioriser les trottoirs et les petites rues pour améliorer le déplacement des personnes à mobilité restreinte et des femmes. Et le résultat, c'est une circulation beaucoup plus fluide dans le reste de la ville et également une diminution importante des blessures et des coûts de santé liés à des blessures sur les trottoirs et dans les rues. Donc, le déneigement, ça paraît complètement loufoque de penser à de l'analyse différenciée selon les sexes et pourtant, ça a un impact important. Donc, avoir une analyse de cette manière-là sur l'ensemble des politiques et non seulement sur celles où on sait que les femmes vont être touchées, ça serait une avancée majeure. Ce qui m'amène à parler des crises économiques. On comprend maintenant où sont les femmes dans notre société, où sont les femmes dans les secteurs économiques, dans la hiérarchie économique également.
le modèle capitaliste dans lequel on est, le système capitaliste dans lequel on est, ben, c'est un modèle qui est basé sur le fait qu'il va y avoir des crises, il va y avoir des moments de croissance suivis par des crises où le système est supposé se réajuster et ensuite, ben, il va y avoir des crises et des reprises en continu comme ça. C'est le modèle normal du capitalisme. Le capitalisme n'est pas supposé de fonctionner sur une base de croissance infinie, ininterrompue. Il va y avoir des moments de réajustement où il va y avoir des crises. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces crises-là? Je vais vous présenter le taux d'emploi des femmes au Québec de 1976 à 2019 et les sections qui sont grises, blanches, rosées, c'est les dernières crises économiques importantes, donc celles de la fin des années 80, celles des années 80, du début des années celle du début des années 80, début des années 90 et celle de 2008. Et puis, ce qu'on voit, c'est quand même intéressant, c'est que les hommes perdent leur emploi en plus grande proportion. Donc, les hommes qui ont des emplois souvent dans des infrastructures, en construction, dans la fabrication, ils vont perdre leur emploi de façon plus importante et les femmes vont gagner un petit peu d'emploi pendant cette période-là, ce qui fait que l'écart entre les hommes et les femmes diminue pendant les crises. Donc, on voit qu'il y a un bon écart, il y a une crise, ça réduit, après ça continue, il y a une crise, ça réduit encore, puis ça permet aux femmes, en quelque sorte, de gagner un peu dans le taux d'emploi. Cela dit, ça cache certaines choses, si on fait juste le dire comme ça, parce qu'il y a deux dynamiques différentes qui ont lieu pendant les crises économiques qui touchent les femmes. La première, c'est les travailleuses de réserve. Donc, les femmes qui sont plus à l'extérieur du marché du travail, si on regarde par exemple en 1976, moins 40 des femmes travaillaient et plus 70 des hommes travaillaient. Donc, s'il y avait 60 des femmes qui pourraient travailler, qui n'étaient pas sur le marché du travail. Quand arrive une crise économique et que les hommes perdent des emplois, des hommes qui perdent des emplois bien rémunérés, alors on se retrouve dans une situation économique difficile. Donc, le 60 de femmes qui ne travaillent pas, et on pourrait ajouter à ça un certain pourcentage de femmes qui travaillent, mais à temps partiel, qui travaillent un nombre d'heures limité, se retrouvent à dire, ben, tu sais, pour réussir à répondre à nos besoins économiques, je vais aller sur le marché du travail, augmenter mes heures de travail ou trouver un emploi. Mais quand on se retrouve dans une crise économique et qu'on veut entrer sur le marché du travail, on s'entend que ce n'est pas les meilleurs emplois qui sont disponibles, ce n'est pas les meilleures perspectives de carrière qui s'offrent à nous. Donc, les femmes entrent sur le marché du travail, mais souvent dans des emplois qui sont précaires et mal rémunérés, mal protégés. On l'a vu, entre autres, avec le taux de syndicalisation des femmes dans le privé. Donc, les femmes rentrent sur le marché du travail, mais pas nécessairement dans des emplois qui sont de qualité. L'autre effet qui a lieu en même temps et qu'on ne voit pas nécessairement dans le graphique, c'est la dynamique de la travailleuse découragée qui, souvent, là, on parlerait plus d'une travailleuse qui est expérimentée, une travailleuse qui a des compétences sur le marché du travail, qui a un emploi et pendant la crise économique perd son emploi et a de la difficulté à se trouver un emploi parce qu'il y a un certain préjugé favorable pour les hommes, parce que il n'y a pas beaucoup d'emplois, il y a une grande compétition pour les emplois qui existent et qui va décider de simplement se retirer du marché du travail, par exemple, pour se concentrer sur les tâches domestiques, les tâches liées aux soins des enfants. Donc, il y a des femmes qui rentrent sur le marché du travail, mais pour des emplois qui sont moins bien rémunérés, des emplois qui sont précaires. Et il y a des femmes qui se retirent du marché de l'emploi parce qu'il n'y a plus l'espace nécessaire pour prendre de l'emploi. Donc, ça, c'est deux effets qui ont lieu pendant la crise économique. La crise de 2008, on a moins vu ça, mais il faut dire aussi que le taux d'emploi des femmes était beaucoup plus élevé au début de la crise économique. Donc, l'espace pour les travailleuses de réserve était moins grand à aller chercher. Mais on a quand même vu des effets assez intéressants à discuter. On a fait une étude à l'IRIS sur l'impact de l'austérité sur les femmes, en fait, l'impact de la crise économique suivie de l'austérité. Et ce qu'on a vu, c'est que les emplois qui ont été perdus, effectivement, étaient d'abord majoritairement des emplois masculins, des emplois relativement bien payés pour les hommes. Ce qui ne veut pas dire que les femmes n'ont pas été touchées. Et quand le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures de relance, ils ont misé principalement et particulièrement sur ce type d'emploi-là, sur ces secteurs-là, ce qui fait que l'argent a majoritairement été dans des secteurs où les hommes sont concentrés et les secteurs où il y a des femmes étaient beaucoup moins
encourager, valoriser et financer. Après le moment de la crise où le gouvernement, il fallait qu'il réagisse rapidement en mettant de l'argent, en injectant de l'argent dans l'économie, est arrivé le moment où le gouvernement et le gouvernement du Québec, plus vite que tous les autres gouvernements, alors que la société québécoise s'en sortait relativement bien après la crise de 2008, le gouvernement du Québec a dit, nous devons retourner au déficit zéro le plus rapidement possible. Donc, nous devons limiter nos dépenses, couper, compresser nos dépenses et nos projets. Et là, à l'inverse, ce sont les secteurs féminins qui ont été le plus touchés. Donc, pendant la relance, ce sont les secteurs masculins qui étaient prédominants et pendant l'austérité, c'est les secteurs féminins qui ont été le plus touchés. Donc, cette double effet a fait que les femmes étaient touchées de manière beaucoup plus importante par la combinaison de la crise et de l'austérité. Et il faut le dire, on parle souvent des services publics qui sont touchés pendant l'austérité, mais les services publics, lorsqu'ils sont coupés, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a plus besoin tout d'un coup d'éducation, de santé, de services sociaux, d'accompagnement, de services à domicile? Absolument pas. Mais ces services-là sont reportés sur la sphère privée où la femme fait déjà la majeure partie du travail. Donc, encore là, on voit que les femmes doublement touchées, moins d'argent dans les secteurs qui concernent les femmes et délestement du travail qui est géré par le public sur les ménages et sur les femmes. Maintenant, je vais vous parler un peu de la situation de la crise pandémique. Donc, bon, pandémie dans laquelle nous sommes tous et nous avons tous vécu les impacts. À travers le monde, on a vu que les hommes étaient plus touchés que les femmes par le virus. Et ceci est vrai presque partout, sauf au Québec. Au Québec, ce sont les femmes qui ont été majoritairement touchées. Et c'est ce qu'on voit, le taux de cas de COVID confirmé selon le groupe d'âge et le sexe. On voit très clairement que ce sont les personnes âgées qui ont été le plus touchées, mais ce sont les femmes qui ont été le plus touchées dans ces groupes d'âge, alors qu'ailleurs dans le monde, ce sont majoritairement les hommes. Pourquoi? C'est très difficile à dire, d'une part, mais c'est vrai aussi à travers le monde. Les femmes vieillissent plus vieilles que les hommes, donc on a tendance à avoir beaucoup plus de femmes centenaires que d'hommes centenaires, d'avoir des personnes âgées, femmes qui vieillissent plus longtemps que les hommes. Donc, il y a une plus grande concentration de femmes que d'hommes dans ces groupes d'âge. Mais comme je vous dis, ça, c'est vrai à travers le monde. Après ça, il y a la situation des résidences pour aînés, des CHSLD. Le Québec est reconnu pour être un des endroits où est-ce qu'il y a des milieux de vie très concentrés en personnes âgées, plus qu'ailleurs qu'au Canada et plus que dans d'autres pays. Donc, ça pourrait être un facteur qui explique. Et un autre facteur qui est vrai, mais qui est vrai aussi ailleurs dans le monde, c'est que ce sont les femmes qui sont les plus sur la ligne de front pour répondre à la question de la pandémie. Lorsqu'on a arrêté l'économie au complet, certains secteurs ont continué de fonctionner et ces secteurs qui continuaient de fonctionner étaient majoritairement féminins. Et pour démontrer ça, j'ai un graphique ici qui vient du Devoir. Donc, le Devoir a fait un grand travail de recensement pour regarder l'ensemble des professions, l'ensemble des emplois et d'essayer de les mettre sur deux axes. Donc, l'axe des Y, l'axe qui va comme ça, c'est l'exposition aux maladies infectieuses. Donc, est-ce que votre travail fait que vous allez être à proximité avec des gens qui pourraient être malades? Et l'axe des X, l'axe qui est horizontal, c'est la proximité physique. Donc, d'une part, est-ce que vous êtes proche des maladies et d'autre part, êtes-vous proche des gens? Donc, si vous êtes proche des gens malades, c'est sûr que votre taux de risque est beaucoup plus élevé. Donc, ça, c'est les personnes qui sont en haut à droite de l'écran. Et on retrouve, par exemple, les omnipraticiens, les infirmières qui sont dans ce secteur-là. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis du Devoir? Ils ont fait un code de couleur pour dire les emplois qui sont à prédominance féminine et les emplois qui sont à prédominance masculine. Donc, en orange, c'est les emplois qui sont à prédominance féminine et en bleu, c'est les emplois qui sont à prédominance masculine. Et ça, c'est l'ensemble des professions du Québec qui sont dans ce graphique-là. Et en couleur, c'est seulement les emplois qui sont considérés à haut risque, donc avec une proximité des maladies infectieuses et une proximité des personnes, des humains. Qu'est-ce qu'on voit? De façon très évidente, c'est très orange. Il y a très peu de bleu. Il y a un petit peu de vert qui veut dire mixité.
Par exemple, les conducteurs d'autobus, il y a une certaine mixité. Mais à part ça, c'est orange pratiquement tout le carré. Donc, c'est vraiment les femmes qui se retrouvent dans des emplois qui sont à risque, des emplois qui sont particulièrement pas nécessairement difficiles, mais difficiles côté pandémique parce qu'on ne peut pas se protéger beaucoup quand on est une infirmière, une éducatrice ou une préposée aux bénéficiaires. C'est très dur de se protéger parce que le travail qu'on a à faire nous met à la fois proche des gens et des maladies. Et à ça, il faut ajouter la charge de travail. La charge de travail qui a été énorme pour beaucoup de personnes. Mais ce graphique-là est vraiment intéressant. C'est Statistique Canada qui a fait une étude pour regarder le nombre moyen d'heures supplémentaires faites par les infirmières, par le personnel infirmier, par province en 2020, entre mars et mai 2020. Et on s'entend, on parle de temps supplémentaire. Le temps supplémentaire n'est pas qualifié ici. Est-ce que c'est du temps supplémentaire obligatoire ou volontaire? On ne le sait pas. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que la situation au Québec est disproportionnelle par rapport à ce qu'on voit ailleurs au Canada. On commence en mars. Donc, si on dit que mars, c'est un peu, le confinement est arrivé à la mi-mars, donc on va prendre mars comme la base avant la pandémie. Le Québec et l'Ontario est à peu près à égalité. Donc, ça ressemble à 8 heures d'heures supplémentaires hebdomadaires faites par le personnel infirmier. Mais rapidement, en avril et en mai, les heures supplémentaires explosent pour les infirmières. Ça, c'est donc pour les infirmières, c'est l'étude qu'on a de Statistique Canada, mais je serais curieuse de savoir dans d'autres professions, notamment le travail en enseignement, où le temps supplémentaire n'est pas comptabilisé, n'est pas payé. Comment est-ce que les gens ont géré leur temps de travail en temps de pandémie? Oui, dans les premiers mois, mais aussi en début septembre, entre septembre et décembre. Comment est-ce que le temps de travail a varié en fonction de la pandémie? Est-ce que ce qu'on voit dans les soins infirmiers au Québec est généralisé dans les services publics, dans les services sociaux au Québec? Ça serait quelque chose qui serait très intéressant à regarder. Le taux d'emploi a énormément varié. Bon, je vous l'ai dit, il y a eu des impacts importants. Le confinement a fait fermer des entreprises, fermer des emplois. Et on peut voir en avril 2020 un creux historique de l'emploi et un creux historique pour les hommes et pour les femmes. Donc, avant avril 2020, le taux d'emploi des hommes et des femmes était relativement similaire, ça se passait relativement bien. On avait même des rapports qui nous disaient que dans quelques années, on allait avoir la parité. C'était vraiment excitant. J'ai lu un rapport début mars 2020. C'était juste excitant. Tout le monde était heureux. C'était le gros party. Et après ça, j'ai lu un rapport avril 2020 où c'était la catastrophe, recul historique. Recul historique, donc, pour les hommes et les femmes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après ce recul historique, il y a eu une certaine reprise graduelle, notamment l'été où l'économie a eu une certaine ouverture. On a commencé à recommencer à vivre un peu, recommencer à aller dans les commerces, recommencer à aller sur les milieux de travail, avec certaines restrictions, bien sûr. Et l'emploi des hommes a remonté rapidement à un niveau qui était plus haut que celui de mars 2020. L'emploi des femmes, par contre, n'a pas remonté aussi rapidement. A remonté, il y a eu une remontée, c'est clair, mais on est resté en bas du niveau de mars 2020 et on est encore en plus bas que le niveau de mars 2020. Et l'écart entre le taux d'emploi des hommes et des femmes a augmenté. C'était ce qui est une anomalie historique si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années. On allait plutôt dans une tendance de rétrécissement de l'écart et là, on est dans une augmentation de l'écart. Pourquoi est-ce qu'on est dans une augmentation de l'écart? Deux éléments à regarder. Le premier, c'est que les femmes sont dans des secteurs qui ont été fortement touchés. Donc, je vous ai repris les proportions de femmes par profession au Québec en 2016. Bon, on a vu en affaires, c'est majoritairement des adjoints administratifs et secrétaires. Le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement n'ont pas été nécessairement touchés aussi fort que d'autres secteurs. Mais arrivent les ventes et les services, en fait, art et culture et ventes et services, deux secteurs qui sont des secteurs qui sont mixtes. Donc, on a 53 en agriculture puis 54 en vente et services qui sont des femmes.
Mais c'est quand on décline en vente et services le type d'emploi où se retrouvent les femmes qu'on est capable de voir que les femmes ont été dans les secteurs qui ont été très durement touchés par la pandémie. Les femmes sont la majorité des caissières, sont la majorité des personnels de service des aliments et des boissons, ça veut dire la majeure partie des serveuses, et sont aussi majoritaires en hébergement et dans le secteur des voyages. Donc, c'est des secteurs qui ont été très, très, très durement touchés par la pandémie et des secteurs où on se demande est-ce qu'on va finir par ouvrir ces secteurs-là plus grands? C'est très, très incertain comme secteur. Et dans agriculture, 53 de femmes. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que agriculture est un des secteurs avec le plus grand écart de revenus entre les hommes et les femmes. Les femmes gagnent autour de 55 les femmes gagnent autour de 55 des hommes en agriculture. Et on sait que les emplois qui ont été perdus sont majoritairement des emplois qui donnent des salaires de 20 et moins, donc des emplois qui sont plus précaires, moins bien rémunérés. En fait, la totalité, en fait, je vais retourner un petit peu. Si on prend l'ensemble des emplois en 2020, début 2020, en janvier 2020, et on prend l'ensemble des emplois en janvier 2021, les seuls emplois, le seul type d'emploi où on voit une diminution du nombre d'emplois, c'est les emplois de 20 et moins. Donc, il y a eu des emplois qui ont été perdus dans d'autres échelles de revenus, mais il y a eu aussi des emplois qui ont été créés dans ces échelles de revenus-là, alors que les emplois de 20 de l'heure et moins ont été perdus et créés de façon beaucoup moins importante. Donc, c'est vraiment les emplois au bas d'échelle qui sont les emplois qui ont été le plus perdus. Donc, en agriculture, où il y a une très grande différence de revenus, les gens qui ont perdu leur emploi étaient quand même de façon importante des femmes. Un autre aspect qui est intéressant à regarder par rapport aux pertes d'emploi, c'est, on parle souvent du taux de chômage. Puis c'est vrai que le taux de chômage, c'est important et c'est intéressant, mais le taux de chômage, ça parle des gens qui ont perdu leur emploi et qui sont en train de chercher un nouvel emploi. Mais si on arrête de chercher un emploi, on n'est plus au chômage, on est à l'extérieur de la vie active. Donc, ce graphique-là essaie de regarder, OK, où sont les gens par rapport à la vie active? On voit que côté taux de chômage, les hommes et les femmes sont à peu près au même niveau, c'est à peu près au même nombre. Maintenant, on sait que les femmes sont un petit peu moins nombreuses sur le marché du travail, donc le taux de chômage va être un peu plus élevé pour les femmes, mais côté nombre de personnes, c'est à peu près égal. Mais à ça, on va rajouter les gens qui sont passés au temps partiel, donc les gens qui travaillaient à temps plein et qui ont réduit de manière importante leur nombre d'heures travaillées par semaine. Là, c'est majoritairement des femmes qui sont passées d'un temps plein à un temps partiel. Puis à ça, on va rajouter les gens qui avaient un emploi, mais qui ne l'ont plus et qui ont décidé d'arrêter de chercher un emploi. Ils ont décidé, pour les raisons qu'ils le souhaitent, je ne veux plus travailler, je ne cherche plus un travail, je ne suis pas disponible pour travailler. Et là, encore plus important, on voit que les femmes sont là de façon importante. Fait au total, si on compare les hommes et les femmes qui ont réduit ou qui ont arrêté de travailler, les femmes sont beaucoup plus nombreuses au Québec d'avoir pris ces décisions-là. Les décisions, on s'entend, ce n'est pas des décisions qu'on prend toujours par choix. Pourquoi? Bien entendu, on ne le sait pas exactement. On travaille avec des chiffres et non pas avec des gens. On ne peut pas leur poser des questions sur leurs raisons. Mais on peut estimer quand même, on peut supposer qu'il y a une diminution des emplois disponibles, comme j'ai mentionné, des emplois souvent qui sont plus précaires et les femmes sont majoritaires, sont très nombreuses à avoir des salaires minimums ou en bas de 15 de l'heure, en bas de 20 de l'heure. Les secteurs qui ont fermé, qui ont eu un impact aussi sur la disponibilité de ces emplois-là. Mais aussi la charge domestique, familiale et scolaire qui est importante, qui fait que quand on se retrouve dans une situation très anxiogène, avec très peu d'emplois et une charge à la maison qui est assez importante, la décision de rester pour s'occuper de son domicile est quand même là. Parlant de tâches domestiques et de tâches parentales, une autre étude de Statistique Canada sur la différence de perception des hommes et les femmes sur leurs tâches parentales. Donc, on a demandé aux hommes et aux femmes qui s'occupent principalement des tâches parentales pendant la pandémie. Ce sont les femmes qui s'en occupent principalement. Et
c'est une constatation qui est relativement partagée entre les sexes, bien que les hommes ont une tendance à surestimer le travail qu'ils font à la maison et que les femmes ont tendance à le sous-estimer. Mais d'après les études qui ont été faites dans le passé pour essayer de voir qui dit vrai là-dedans, ben, c'est ça, les hommes ont tendance à essayer de se valoriser dans le fait que non, on partage de façon égale et tout, mais ils se valorisent en disant ça sans se rendre compte de l'ensemble des tâches qu'ils ne font pas. Mais une chose que j'ai trouvée intéressante dans ce graphique-là, c'est que les hommes sans emploi sont quand même minoritaires à faire la majeure partie des tâches parentales. Donc, si on prend la deuxième partie du graphique où on voit sans emploi, bien 30 des hommes qui n'ont pas d'emploi disent que c'est eux les principales personnes qui font les tâches parentales, alors que environ 60 des femmes qui n'ont pas d'emploi disent c'est moi qui m'occupe principalement des tâches parentales alors que je n'ai pas d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui était aussi existant avant la pandémie sur la répartition des tâches domestiques, où un homme qui ne travaille pas et que sa conjointe travaille à temps plein va faire à peu près 50 des tâches domestiques et c'est lui qui va faire le plus de tâches domestiques de toutes les catégories de travail pour les hommes. Mais une femme qui ne travaille pas va faire environ 80 des tâches domestiques. Donc, une femme qui travaille à temps plein et dont le conjoint est à la maison, elle se retrouve à faire moins de tâches domestiques que d'autres femmes, mais elles font quand même à peu près la moitié des tâches domestiques. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Je vais maintenant passer à la dernière type de crise, qui est la crise environnementale qu'on présente un peu comme une épée de Damoclès. Et je vais vous présenter ce petit petit dessin, quelque chose qui est assez évocateur. On a une petite ville ici qui dit il faut se laver les mains, c'est important, faites attention à la COVID, parce que c'est vrai que le tsunami de la COVID pourrait être dévastateur, mais derrière le tsunami de la COVID, il y a la récession, il y a la crise économique, sur laquelle les gouvernements ont mis beaucoup d'énergie et d'argent pour essayer de faire que les familles, les ménages aient assez d'argent pour passer au travers. Mais derrière cet autre tsunami, il y en a un encore plus grand qui va nous submerger et nous avoir complètement, et c'est celui des changements climatiques. C'est pas parce qu'on est en pandémie, c'est pas parce qu'on est en crise économique que la santé de la planète s'améliore. On a eu l'impression pendant quelques semaines que la diminution du travail, la diminution du transport, la diminution des voyages allait avoir un impact positif sur l'environnement, mais au final, on s'est rendu compte que c'était marginal, mais aussi que la population avait l'intention de reprendre en force les comportements dommageables dès qu'on aurait le droit de le faire. Puis je dis ça en toute légèreté, mais on s'entend qu'après avoir passé plus d'1 an confiné à sa maison, l'idée de prendre l'avion pour aller en voyage est très, 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 très attirante. Mais l'avion, c'est également très, très polluant. Donc, en tout cas, il faut regarder ça. Et le transport, en général, le transport de marchandises n'a pas arrêté. Donc, la situation de la planète ne s'améliore pas. Alors, quel est l'impact de l'environnement sur les femmes? D'abord, on peut parler des catastrophes naturelles. Les femmes sont généralement plus touchées par les catastrophes naturelles, entre autres parce qu'elles sont souvent dans une position de vulnérabilité. Elles sont souvent moins bien payées dans des emplois plus précaires, mais elles sont aussi la charge familiale, la charge domestique, la charge du soin des autres. Donc, quand arrive une catastrophe naturelle, les femmes vont avoir tendance à aller, comme on le voit dans l'image, aller chercher les enfants, aller s'occuper des personnes âgées, aller s'occuper des personnes qui sont blessées, donc essayer d'aller les sauver. Donc, ils vont être affectés de cette manière-là. Puis, les personnes qui sont dans des situations de précarité, on pense par exemple aux familles qui sont monoparentales et encore plus aux personnes qui sont racisées, sont souvent dans des logements, dans des quartiers qui vont être moins bien adaptés pour répondre aux questions d'enjeux climatiques. On peut penser aux canicules, mais aussi aux inondations. Aux tornades, à ce genre de choses-là, où un quartier où il y a beaucoup d'argent a de l'argent pour pouvoir essayer de construire des infrastructures pour pallier aux problèmes de l'environnement, mais les quartiers qui sont plus défavorisés se retrouvent à être un peu laissés à l'abandon et victimes des conditions climatiques.
Ensuite, une autre façon que la crise climatique touche les femmes différemment, c'est que lorsqu'on parle des changements climatiques et quand on parle de notre réponse aux changements climatiques, on parle toujours de la transition des emplois polluants vers des emplois qui sont moins polluants. Et ces emplois-là qui sont polluants, ce sont des emplois qui sont majoritairement masculins et majoritairement des emplois masculins relativement bien payés. Les emplois dans le transport, par exemple, dans les infrastructures, dans la construction, dans la fabrication, dans les ressources naturelles. On pense aux emplois, par exemple, dans les sables bitumineux. Les salaires sont très élevés dans les sables bitumineux. Donc, si on veut faire la transition de ça vers autre chose, ben, on met beaucoup l'accent sur ce type d'emploi-là et comment est-ce qu'on peut les aider à transitionner. Des emplois qui sont fortement concentrés en hommes et où les femmes se retrouvent à ne pas avoir ne pas avoir de coup de pouce pour pouvoir participer à ce genre d'emploi-là, dans ce secteur-là. C'est très, très masculin et c'est fait de façon, comment dire, c'est un angle mort. Les gouvernements ne sont pas en train de se dire « Ah, favorisons les hommes et donnons-leur des emplois bien payés », mais en se concentrant simplement sur les notions de quantité de gaz à effet de serre économisée et en oubliant complètement la question du genre. Ce qu'on fait, c'est qu'on réplique le système dans lequel on est, c'est-à-dire des emplois bien payés, bien protégés, syndiqués, dans la majeure partie des cas, dans le secteur de la ressource naturelle, la fabrication, qu'on va continuer à donner à des hommes, alors que les femmes qui sont dans les secteurs privés non syndiqués ou les femmes qui sont dans les secteurs publics syndiqués, mais dans les services aux personnes, sont complètement oubliées et ne sont pas prises en compte. On voit aussi la nature comme une ressource qui est à exploiter. C'est une ressource qu'il faut donc protéger et préserver, mais entre autres parce qu'on veut l'exploiter le plus longtemps possible et pas vue comme une ressource collective à partager. Et un autre aspect que je trouve cocasse, c'est que quand on parle d'environnement, les gestes qui sont plus sur le soin, et non pas seulement le soin des gens, mais le soin de la planète, sont souvent vus comme des gestes qui sont plus féminins et qui sont moins bien valorisés. Il y avait une enquête qui était faite sur le recyclage et qui avait une proportion assez importante et dérangeante, à mon avis, d'hommes qui considéraient que sortir le recyclage, c'était pas leur job parce que c'était féminin et ça touchait leur virilité. Alors, c'est pas assez viril de faire du recyclage. Donc, il y a vraiment tout un cadre à changer pour qu'on parle d'environnement autrement qu'en parlant seulement des emplois masculins. Puis on parle aussi de l'environnement d'une manière qui intègre notre rapport à la nature et intègre le soin de notre environnement et de nos gens dans le discours. Il y a des initiatives privées communautaires, collectives qui ont été faites, mais qui ne sont pas gouvernementales, qui sont intéressantes, qui valent la peine de regarder. Je pense par exemple au Québec Zen, qui réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait avoir un plan de transition qui inclut ces notions-là. Et je pense aussi au livre blanc de la sénatrice Rosa Galvez, qui invite à ce qu'on réfléchisse l'environnement d'une façon beaucoup plus globale et non pas simplement en parlant d'argent. Et ce qui m'amène à ma dernière section, on va mettre les femmes au cœur des décisions, on va trouver des pistes de solutions, on va s'en sortir, on va travailler collectivement pour s'en sortir. Et j'ai 3 pistes de solutions à vous suggérer ou à vous mettre en tête, que je pense qu'elles sont assez importantes. La première, c'est planifier une relance féministe. Donc, je vous l'ai dit, quand on pense à la relance, quand on parle à la transition, on pense toujours à une vision très stricte de les emplois sont perdus, il faut remplacer les emplois, puis on ne pense pas du tout à quel est le tissu économique, quel est le tissu collectif, quel genre de société on veut avoir. Donc, il faudrait penser à mettre les femmes au centre de cette relance-là. Penser aux secteurs qui sont à prépondérance féminine et comment ils peuvent aider à la relance et à la transition. En utilisant 3 éléments. D'abord, le soin des gens. Le care est relativement faible en carbone. Et donc, si on parle de transition écologique, si on parle de l'importance d'avoir une réflexion environnementale dans la relance économique, prendre soin des gens, ça ne demande pas beaucoup de carbone, ça ne demande pas nécessairement beaucoup de transport et tout. Donc, c'est déjà une voie d'avenir qui est intéressante.
Ensuite, les secteurs des services publics sont une force économique résiliente. C'est une force qui est présente à travers le Québec dans toutes les régions, donc qui est moins susceptible de réagir aux chocs économiques des crises capitalistes parce que peu importe la croissance du PIB, on va avoir besoin de soins de santé, on va avoir besoin de soins d'éducation, on va avoir besoin de groupes communautaires qui prennent soin de leur communauté. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Donc, en investissant dans les régions, en investissant dans les services publics, on s'assure d'avoir une couche uniforme pour répondre aux coûts économiques. Puis finalement, ben, je le mentionnais tantôt, mais si on veut une société qui est meilleure, si on veut repenser l'économie en mettant les gens au centre de nos préoccupations, que ce soit une valeur collective qu'on partage, ben encore là, mettre l'accent sur comment est-ce qu'on peut rendre la société meilleure, mieux prendre soin les uns des autres, ben ça passe pas par plus de panneaux solaires, bien qu'on en veut tous des panneaux solaires, c'est rien contre les panneaux solaires, mais il faut aussi penser à quel genre de communauté, quel genre de collectivité, quel genre de Québec on veut avoir ensemble. Et ça, ça passe par l'économie du care. Une deuxième moyen ou un moyen qui compléterait bien ce premier-là. Alors, on veut avoir une relance féministe, mais pour avoir une relance féministe, on peut avoir des beaux principes, c'est beau, mais ça prend quelqu'un, ça prend une espèce de chien de garde qui s'assure que cette réflexion-là a lieu et qui s'assure que ces mesures-là sont mises en place. Et c'est là qu'on se dit que donner plus de pouvoir au secrétariat à la condition féminine, ça pourrait être une très bonne idée. Donc, arrêtez de penser aux femmes en dernier, arrêtez de se rendre compte après coup qu'on devrait mettre en place quelque chose pour aider les femmes. Je pense par exemple à la crise pandémique et économique dans laquelle on se retrouve présentement. Ça faisait 1 an qu'on était dans la crise et là, le 8 mars 2021, 1 an après le début du confinement, le gouvernement a sorti quelques millions pour dire « Ah, et nous avons un plan pour les femmes ». Les femmes n'ont pas apparu magiquement le 8 mars 2021 dans la société québécoise, dans l'économie. Ça faisait depuis mars 2020 qu'on voyait que les impacts étaient plus sévères pour les femmes que pour les hommes. Ça faisait depuis beaucoup plus longtemps. On a vu le graphique où on voit les pertes d'emploi et la difficile reprise économique pour les femmes. Le gouvernement avait accès à toutes ces données-là. Alors, pourquoi attendre au 8 mars et pourquoi faire un plan pour les femmes très spécifique plutôt que de mettre en place des mesures économiques pour le Québec qui a une réflexion féministe. Donc, avec un secrétariat à la condition féminine qui serait autour de la table de décision, qui serait dans la cellule de crise, on aurait cette vision féministe-là qui serait toujours présente et qui pourrait mettre son poing sur la table et dire un instant, là, vous êtes en train d'oublier quelque chose d'important. Et on pourrait l'impliquer dans le processus budgétaire, pas seulement sur les questions qui sont directement féminines, mais vraiment plus larges. Et pour revenir sur la cellule de crise, on n'a pas beaucoup d'informations sur la cellule de crise qui est probablement assez privé. Mais quand ils ont mis en place la cellule de crise, on a réussi à avoir la liste de la première ébauche de cette cellule de crise-là. Et qu'est-ce qu'on avait autour de la table? On avait des gens qui étaient en santé, c'est vrai, en santé publique. On avait des gens qui étaient en économie et on avait des gens qui étaient en communication. Et c'était pas mal ça qui étaient les 3 secteurs principaux de la cellule de crise. Et sur les 20 personnes qui étaient nommées, il y avait 4 femmes. Donc, on prend les gens pour la compétence, mais ça donne que c'est toujours des hommes. Donc, on se retrouve à avoir toujours les mêmes personnes autour de la table qui parlent toujours des mêmes choses. Le troisième, bon, une relance féminine avec un secrétariat à la condition féminine qui a plus de pouvoir au sein du gouvernement, au sein des décisions budgétaires, au sein des décisions de politique publique. Et finalement, le troisième élément à prendre en considération qui pourrait vraiment nous aider à avoir des solutions audacieuses, intéressantes, c'est changer notre perspective, c'est adopter de nouveaux indicateurs pour mesurer le bien-être. Quand on parle d'économie, quand on parle de société et tout, on a toujours tendance à utiliser les mêmes chiffres. On parle de PIB, on parle de taux d'emploi, on parle de taux de chômage. Et ce n'est pas des facteurs, ce n'est pas des éléments, des indicateurs qui sont complètement farfelus, mais en même temps, on utilise toujours ces indicateurs-là qui sont très économiques pour parler du bien-être. D'ailleurs, quand on parle du PIB par habitant, on parle d'une mesure pas de bien-être,
de niveau de vie, mais ce n'est pas vrai qu'un PIB par habitant se traduit automatiquement par un niveau de vie, par la qualité de vie des gens qui vivent dans ce pays-là. Si l'argent est mal distribué, si l'argent est mal investi, si les services et les infrastructures sont de mauvaise qualité et mal entretenus. Donc, il faut changer notre perspective avec des nouveaux indicateurs et c'est ce que la Nouvelle-Zélande a fait avec son Wellbeing Budget, son budget du bien-être, où, et ça a commencé, si mon souvenir est bon, en 2018, où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des objectifs qu'ils voulaient atteindre. Diminuer la pauvreté infantile, améliorer la condition des Premières Nations, améliorer la condition des femmes. Il y avait vraiment des objectifs très clairs. Et ensuite, ils ont fait leur budget en disant où se trouvait chacune de leurs mesures par rapport à ces indicateurs-là et quels étaient leurs objectifs pour améliorer ça. Donc, le budget n'était pas juste une question économique, c'était aussi une question de bien-être et un bien-être qui était chiffré et mesuré et mesurable. Et ce qui faisait que dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, on va être capable de dire, de voir clairement si le budget a réussi à atteindre son objectif. En fait, je dis 5, 10 ans, 15 ans, mais ça peut être même plus rapide que ça. On regarde l'effet du budget autrement que juste sur la croissance économique. Donc, changer les indicateurs, ça change notre perspective, ça change le regard où on le pointe et ça nous amène à adopter des nouvelles mesures qui pourraient être meilleures pour les femmes. Puis, rappelons-le, une société qui est meilleure pour les femmes est également une société où les hommes sont mieux. Une société où les hommes sont mieux, malheureusement, ce n'est pas toujours une société où est-ce que les femmes sont mieux. Alors, ça fait le tour de ma présentation. Puis, si vous voulez voir notre étude, on a également fait des vignettes et des infographies que vous pouvez voir sur le site que j'ai mis en lien dans le document.